Alors, bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Suzy Saint-Cerny. Je suis chercheure à la chaire en fiscalité et finances publiques. Comme vous le voyez, je ne suis pas Stéphanie Grandmont qui avait accepté d'être animatrice pour notre activité aujourd'hui. La COVID joue des tours dans toutes nos vies. Elle a chamboulé notre activité aujourd'hui. Donc, on a espéré jusqu'à la dernière minute que Stéphanie soit là. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas à cause de la COVID. Je vous tiens à vous rassurer toutefois qu'elle se porte très bien. Donc, je vais tenter de pallier son absence puis d'épauler Luc dans le lancement de notre bilan de la fiscalité, donc pour notre activité aujourd'hui. Juste avant de commencer l'activité, on va débuter par deux courtes capsules de nos partenaires financiers. C'est important, c'est grâce à eux qu'on peut faire l'activité d'ici, aujourd'hui, à TV Rive-Sud. Donc, nos deux partenaires, l'Ordre des CPA du Québec et l'Association de planification fiscale et financière. Alors, allons-y pour nos deux capsules. Bonjour, je suis Maurice Mongrain, président-directeur général de l'APFF. Je vous souhaite la bienvenue à l'édition 2022 du bilan sur la fiscalité du Québec, présenté par la chaire de recherche en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. L'APFF agit à titre de partenaire financier et de partenaire de diffusion de cette activité. Je tiens à souligner la collaboration de plus en plus étroite entre la chaire et l'APFF pour le bienfait de nos membres respectifs. Et enfin, je tiens à féliciter le personnel de la chaire pour l'excellence de leur travail. Alors, je vous souhaite un très bon événement. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Geneviève Motard. Je suis présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec. Ça me fait très plaisir, encore une fois, de vous adresser ces mots en ouverture du bilan de la fiscalité 2022. Évidemment, mes premiers mots sont pour vous souhaiter la bonne année, malgré la pandémie et l'incertitude qui perdure. C'est clair, je pense que la conférence d'aujourd'hui est d'autant plus pertinente dans l'état actuel des choses où on devra encore une fois naviguer dans cette incertitude pour encore quelques mois, afin d'assurer évidemment la santé et sécurité de tous. La bonne nouvelle, c'est que les 40 000 du CPA du Québec ont répondu présent. Et je pense qu'on a été là pour accompagner, encore une fois, nos citoyens, nos familles, nos entrepreneurs, nos gouvernements dans la prise de ces décisions-là. Et je suis toujours épatée de leur résilience et de leur dévouement dans des temps comme aujourd'hui. Je suis encore une fois très heureuse d'être parmi vous, d'écouter nos experts, de voir leurs avis, leurs prédictions pour 2022. Et je suis toujours aussi bien contente de voir comment votre optimisme à regarder les questions de fiscalité demeure au rendez-vous. Alors, merci à nos partenaires financiers, c'est important. On est ici pour lancer la 8e édition du bilan de la fiscalité au Québec. On est très content de cette publication-là. Ça nous tient à cœur. On travaille fort pour la faire. Je vous rappelle ce que c'est le bilan en 2 mots. C'est donc l'objectif, c'est de regrouper dans un même document plusieurs indicateurs fiscaux qui vont permettre de situer le Québec, de le comparer à ce qui se fait ailleurs dans le monde, ailleurs au Canada, donc vis-à-vis les autres provinces, et par rapport à lui-même, d'un point de vue évolutif, donc comparaison dans le temps. C'est Luc Godbout, le titulaire de la chaire, qui va vous donner un aperçu. Mais juste avant de passer à cet aperçu-là, on est heureux d'accueillir encore une fois cette année M. le ministre qui a accepté pour la 4e année d'être notre conférencier d'honneur à cette activité-là. Donc, merci, M. le ministre. Je vous rappelle rapidement qu'il y aura une période de questions après les présentations. Je vais me faire le porte-parole de vos questions auprès de nos conférenciers. Donc, sans plus tarder, Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être ici et félicitations à la chaire pour son excellent travail. Le bilan de la fiscalité, c'est un document de référence important. Et moi, un tableau que je regarde toujours, c'est la comparaison interprovinciale du fardeau fiscal. Et vous constaterez que bien que la situation relative du Québec s'améliore, nous avons toujours un fardeau fiscal qui est plus important que la moyenne des provinces canadiennes et donc qu'on doit faire mieux. Je vais passer rapidement sur les mesures de la mise à jour parce que je pense qu'elles sont connues. Je vais néanmoins les réitérer. Alors, depuis, la mise à jour a été déposée le 25 novembre, avant l'accélération de cette 5e vague. Les dépenses totalisent 13 milliards depuis le budget.
il y a 2,1 milliards pour faire face au coût de la vie et c'est certain que l'inflation va redevenir un sujet d'actualité. C'est important. Ensuite, agir pour contrer la rareté de main-d'œuvre, 3,4 milliards. Soutenir les familles, 3,1 milliards. Ça, c'est évidemment les services de garde, mais aussi la lutte à la violence armée dans toutes les régions du Québec, mais notamment à Montréal. Et bien sûr, nous sommes toujours en pandémie, poursuivre les efforts pour lutter contre cette pandémie et aider le réseau de la santé. Alors, je rappelle que pour faire face au coût de la vie, il y aura une prestation exceptionnelle qui sera versée ce mois-ci, qui totalise plus de 400 $ par couple, 275 $ pour une personne seule. Au niveau de la main-d'œuvre, nous avons identifié 6 secteurs prioritaires, c'est-à-dire 3 services essentiels, santé, éducation, services de garde et 3 dans le secteur privé, construction, génie, TI. Et la mesure phare, c'est évidemment les bourses à la persévérance scolaire qui seront versées aux étudiants lorsqu'ils compléteront avec succès chacune de leurs sessions. Pour les familles, mais c'est tous les efforts qui sont faits pour non seulement ajouter les 35 000 places manquantes subventionnées dans le réseau, mais aussi amener une neutralité au niveau du crédit d'impôt pour ceux qui sont en service de garde privé non subventionné. Au niveau de la santé, avant les coûts supplémentaires associés à cette 5e vague, nous étions à près de 20 milliards en tout de coûts bruts pour la pandémie et depuis le budget, il s'était ajouté 4,4 milliards. Je dirais, c'est important de rappeler que 2021 a été une année exceptionnelle pour l'économie du Québec, 6,5 % de croissance et 10,8 % de PIB nominal. Mais ça, c'est le court terme, le cyclique. Et ce qui est vraiment important, c'est le structurel. Le gouvernement du Québec s'est donné un objectif qui est de fermer l'écart de richesse avec l'Ontario. On utilise l'Ontario, on aurait pu utiliser la moyenne canadienne, mais l'écart qui était à plus de 17 % lorsque nous sommes arrivés au pouvoir est autour de 13 % présentement. On vise de le réduire à moins de 10 % d'ici 5 ans et l'éliminer d'ici 15 ans. Et bien sûr, si on réussit à l'éliminer, ça veut dire qu'on ne recevrait plus de péréquation. Et 15 ans, ça peut paraître long, mais moi, quand je regarde les données économiques, aussi loin qu'on peut aller dans les données économiques, on a toujours eu un écart de richesse avec l'Ontario. J'ai erronément cru que c'était associé avec l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, le pacte de l'automobile. Je pensais que j'allais trouver comme un point de neutralité dans les années 60. Pas du tout. Le Québec a toujours eu un retard et donc, dans la mesure où ce retard est historique et important, le fermer en 15 ans, c'est extrêmement ambitieux. 20 % de l'effort devra venir de la main-d'œuvre, c'est-à-dire augmenter le taux de participation, augmenter le taux d'emploi et un 80 % devra venir de la productivité. J'ai déjà parlé de la croissance. C'est important de noter que, évidemment, c'est le PIB nominal qui influence les revenus du gouvernement québécois et qu'à 10,8 % de PIB nominal, on a eu une surprise de plus de 4,4 % et que donc la situation financière du Québec sur l'ensemble du cadre financier s'est améliorée de plus de 4 milliards par année pour les revenus autonomes. À ça, s'est ajouté des transferts fédéraux, ce qui fait qu'on avait pour travailler au point une marge de manœuvre d'approximativement 6 milliards par année et on a choisi simplement d'en mettre la moitié sur le déficit structurel, de le ramener à 4 milliards et d'investir en infrastructure, dans les services, dans l'amélioration du potentiel économique du Québec pour l'autre moitié. Alors, le déficit budgétaire, j'en ai parlé. Vous savez, je viens de terminer 3 présentations avec 3 des plus gros investisseurs au monde, BlackRock, PIMCO, Fidelity. Et c'est très important de dire, on parle de 4 milliards de déficit structurel, mais nous sommes les seuls à utiliser cette définition après contribution au fonds de génération. Dans les faits, l'équilibre budgétaire au sens traditionnel comptable sera atteint autour de 2023, 2024, 2025. Et
on veut continuer à contribuer au fonds de génération. On doit, parce que lorsqu'on est à l'équilibre budgétaire, on est seulement à l'équilibre au niveau opération, mais qu'on continue de faire des dépenses en infrastructure extrêmement importantes. En fait, 1,5 fois la taille des dépenses en infrastructure de l'Ontario. Donc, nos versements au fonds de génération réduisent la dette et permettent de faire ces investissements en capital ou en infrastructure publique. Je veux parler un peu de la COVID parce que c'est l'aspect cyclique, c'est-à-dire que non, lorsqu'on a donné nos prévisions économiques le 25 novembre, nous n'anticipions pas une accélération de cette vague. On voit clairement ici au niveau des hospitalisations par habitant et des soins intensifs que le Québec a eu de la difficulté dans la première vague. Qu'il a eu une performance moyenne dans la deuxième vague et a très bien fait dans la troisième et la quatrième vague, et que nous sommes dans la cinquième vague présentement et qu'il est trop tôt pour conclure la performance relative de chacune des provinces. Mais ce qu'on observe dans les données, puis les comparaisons interprovinciales, c'est extrêmement important comme économiste, et surtout que l'Ontario a le même genre d'économie, de géographie, de population que le Québec, donc un excellent comparable. Et on voit qu'on a le même niveau de soins intensifs par habitant, mais qu'on a beaucoup plus d'hospitalisation. Alors, ça amène à des questionnements au niveau des données. Est-ce que tout le monde compte les mêmes hospitalisations? En fait, ce qu'on observe, c'est que peut-être qu'en Ontario, quelqu'un qui est hospitalisé, mais qui ne teste plus positif pour la COVID est retiré des hospitalisations, tandis qu'au Québec, lorsqu'une personne est entrée à l'hôpital, a testé positive, elle reste dans les hospitalisations tant qu'elle est hospitalisée. Alors, il y a des petites nuances, mais lorsqu'on regarde les soins intensifs par habitant, nous sommes au même niveau que l'Ontario, mais c'est important de bien étudier ces données. Bon. Alors, l'effet économique de la cinquième vague, quand même, on a eu un couvre-feu, on a fermé les restaurants, on a restreint la capacité des magasins, on a demandé aux gens de se mettre en télétravail. Et bien sûr, les 2 dernières semaines de décembre sont quand même 2 semaines à haute teneur en consommation. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on regarde les 2 secteurs qui sont les plus touchés, hébergement et restauration, information, culture et loisirs, ce sont 2 secteurs qui sont intensifs en main-d'œuvre. C'est donc près de 10 du PIB. Là, je vous donne les chiffres que nous avions en 2019, puis on voit que le poids a diminué parce que la reprise est plus forte dans les autres secteurs que dans ces secteurs. Mais c'est des secteurs qui correspondent à 10 des emplois, mais seulement 6,5 du PIB. Alors, ce sont des secteurs économiques qui sont intensifs en main-d'œuvre. Alors, quel est l'impact estimé? Je vais revenir ici. Excusez-moi. Quel est donc l'impact de cette cinquième vague? Et là, ça va être le punch, c'est-à-dire que c'est important de donner une information à jour. C'est le début des consultations prébudgétaires. Nous estimons, et nous sommes toujours dans la cinquième vague, que l'impact économique sur le premier qui sera principalement dans les 2 dernières semaines du 4e trimestre de 2021 et le premier trimestre de 2022, pourrait correspondre à 0,5 du PIB de moins. En 2022, nous avions prévu 3,3, donc nous réviserions à 2,8 de croissance du PIB pour 2022. Mais ça, c'est évidemment, si ce qui est perdu dans le premier trimestre n'est pas récupéré par une augmentation de l'activité dans les 3 trimestres qui sont précédents. Mais nous estimons en date d'aujourd'hui, ou notre meilleur estimé de l'impact aujourd'hui, 0,5 de PIB annuel. Ce serait donc un estimé conservateur. C'est bon. C'est un estimé. C'est le meilleur estimé. Les consultations prébudgétaires, alors, c'est très important. Il y a tout un processus formel où on parle au ministère, à mes collègues du Conseil des ministres, mais à la société civile, aux entreprises, aux syndicats, mais aussi aux citoyens. Alors, on vous demande quelles devraient être nos priorités pour le prochain budget. Comment devons-nous réaliser comment devons-nous combler cet écart de richesse avec l'Ontario?
quelle politique devons-nous choisir pour atteindre nos cibles de réduction de gaz à effet de serre? Et puisque nous avons des lois, la loi sur l'équilibre budgétaire et la loi sur la gestion de la dette et le fonds de génération, quelles sont vos suggestions quant à les amendements qui doivent apporter à ces lois en vertu de la situation budgétaire plus difficile qu'a amené la pandémie? Alors, voilà pour les consultations. En conclusion, la performance exceptionnelle du Québec en 2021 avec 6,5 % de croissance, qui sera révisée légèrement à la baisse parce qu'effectivement, les 2 dernières semaines sont moins bonnes, mais on est dans les décimales, nous permettent de réduire le déficit structurel à 4 milliards après contribution au fonds de génération, de faire des investissements pour aider à lutter contre la hausse du coût de la vie. Et je suis sûr que Luc, tu auras une question là-dessus, sur l'inflation. Et de poursuivre des investissements qui sont importants pour accroître la main-d'œuvre, les services de garde, lutter contre la violence armée, puis aussi, ça nous permet d'assurer un financement stable et prévisible aux grandes priorités de l'État et de maintenir le cap sur le retour à l'équilibre budgétaire. Alors, je vous rappelle, je vous donne un peu, j'ai parlé quand même à des investisseurs américains dans les derniers jours, la gestion économique et de la dette du Québec est extrêmement appréciée par les investisseurs. Nous sommes maintenant à un crédit 2A. Nous avons travaillé fort pour devenir un bon élève de la gestion des finances publiques. On va continuer et c'est apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On est maintenant rendu à la période de questions, donc vous avez fait ça assez vite pour qu'on ait plus de temps, ce qui est plutôt bien. Je rappelle aux gens qui peuvent poser des questions par l'entremise de la question et réponse dans Zoom, donc vous avez une possibilité de passer par là. Donc, le temps que les questions du public me parviennent par l'entremise aussi de mon collègue, Luc, tu peux sûrement démarrer une question ou deux pour M. le ministre pendant que je me prépare au reste. Parfait. Bien, merci beaucoup. Dans le fond, c'est une journée qui parle de fiscalité aujourd'hui. C'est Stéphanie Gramont qui devait animer. Donc, si Stéphanie Gramont avait été ici, elle aurait sûrement une question pour vous. Il y a comme un éléphant dans la pièce avec la contribution santé spéciale. Je comprends qu'un projet de loi devrait être déposé en février, qui est difficile d'en parler en ce moment. Mais si on essaie de rester seulement sur les paramètres, là, est-ce qu'on peut régler, par exemple, 2 choses? La contribution santé spéciale, si elle voit le jour, elle ne serait pas rétroactive, elle ne s'appliquera pas à l'année 2021. Puis est-ce qu'on peut dire que si on veut que ce soit vraiment une incitation à ce que les non-vaccinés se fassent vacciner, il faut quasiment qu'elle soit calculée mensuellement et que si on se fait vacciner, on arrête de la payer? Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, je vous dirais que l'objectif, c'est de récolter absolument aucun revenu avec ça. Et c'est particulier pour une taxe. L'objectif, c'est d'inciter à la vaccination, d'encourager la vaccination, et c'est le but principal. Et c'est évidemment cette contribution, il y a des considérations éthiques, il y a des considérations fiscales, il y a des considérations opérationnelles, il y a des considérations légales. Alors, on prend le temps de bien faire les choses et de réfléchir à tous ces aspects-là, d'arriver avec la bonne mesure. Et je peux vous dire ce que ça ne sera pas. Ce ne sera pas une franchise qui va restreindre l'accès aux soins de santé. Ce n'est pas du tout l'objectif. Parfait. Bien, merci beaucoup. On apprécie votre sagesse en matière de modification fiscale. Est-ce que j'ai le temps d'en poser un autre ou on passe déjà? Oui, vas-y. Bien, vous avez parlé de création de richesse, de PIB par habitant qui est plus faible au Québec qu'en Ontario depuis la nuit des temps. Vous l'avez dit vous-même, ça ne date pas d'hier. Au moment où on va subir un ralentissement de la croissance économique découlant du vieillissement de la population, comment on peut imaginer ce rattrapage-là? Et encore une fois, comment on parle de fiscalité ici? Est-ce que la fiscalité ne devra pas être mise à contribution pour contribuer à ce rattrapage de PIB par habitant sur une période aussi courte que 15 ans? D'abord, la fiscalité a déjà été utilisée. Hein? On sait qu'on a un déficit d'investissement des entreprises
Et on a on a mis en place, dès notre première mise à jour en décembre 2018, un amortissement accéléré bonifié par rapport au Canada pour stimuler l'investissement des entreprises. Il y a le crédit d'impôt à l'investissement, le C3I, qui a été remodulé en fonction de la rétroaction qu'on a eue de tous les spécialistes comptables du Québec sur comment est-ce que nous pouvions stimuler l'investissement. Alors, il y a aussi le crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience. Mais là, avec les objectifs aussi ambitieux qu'on s'est donnés, on a besoin de la contribution de tous. Là. On ne peut pas dire qu'on va cibler un groupe de citoyens puis que c'est eux qui vont tout faire l'effort. Non. On voit que 20 de l'effort devra venir de l'ensemble de la force du travail. Et puis là, on a les travailleurs d'expérience, on a les chômeurs, on a l'immigration, on a les fameux jeunes de moins de 30 ans qui sont ni aux études, ni en emploi, ni en formation, qu'on doit aller rejoindre un par un. Et il y a toute la question, c'est est-ce que si le revenu net du travail était plus haut, est-ce que tous travailleraient plus? Je parle en termes généraux plutôt que juste cibler, par exemple, les travailleurs d'expérience. Et puis, à ça s'ajoutent tous les aspects de la productivité. Donc, oui, la fiscalité a un rôle. Le travail qu'on a fait, c'est important, c'est qu'on a bien quantifié ce que nous devions faire. Et là, les mesures vont découler. On a vu dans au mois de novembre, dans le point, on a vu qu'on avait des mesures pour la main-d'œuvre. Et on va continuer d'avoir des mesures pour la productivité des entreprises. Et quand je dis productivité, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la productivité du secteur public, ça compte aussi, là. Je vais y aller avec les questions du public. Donc, on a une question qui touche l'environnement. Vous en avez parlé, vous allez en parler. Il faut qu'on en parle dans les consultations prébudgétaires. Ce que ça dit, vous avez fréquemment indiqué que vous ne souhaitez pas une augmentation du fardeau fiscal des Québécois, mais est-ce que ça veut dire que vous excluez les mesures d'éco-fiscalité du coffre à outils de l'État pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour aider à lutter? C'est-à-dire que je pense que c'est important l'énoncé général, c'est-à-dire qu'on ne veut pas augmenter le fardeau fiscal des Québécois. Bien sûr, on sait que lorsqu'on modifie les prix relatifs, on peut modifier les comportements. Alors, je n'exclus pas que nous ayons recours à de telles mesures pour réduire les gaz à effet de serre. Mais lorsqu'on regarde le bilan du Québec, on voit que les entreprises ont fait leur part. On voit que le secteur résidentiel a fait sa part et on voit qu'on a un défi au niveau du secteur du transport. Alors, c'est beau de dire aux gens, prenez le transport en commun. Moi-même, j'ai pris la ligne de montagne de plus de vingtaine d'années. Mais il faut avoir accès à un service de qualité. Il faut aider les citoyens en leur offrant des services de qualité. Et c'est vraiment, le secteur du transport a été identifié. C'est là qu'on doit faire des efforts considérables. Merci. Une autre question, ça vous ramène à la rareté de la main-d'œuvre. Vous en avez déjà parlé un peu. Quelqu'un qui nous dit que le fédéral a annoncé son intention de mettre en place un crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience, sous le modèle de celui qui a été mis en place au Québec. Est-ce que ça pourrait vous donner une latitude supplémentaire pour modifier celui du Québec pour encore davantage cibler les gens qui pourraient augmenter leur offre de travail dans ce groupe d'âge-là, par exemple, pour aider à la rareté de la main-d'œuvre? Bon. Là, on est dans l'efficacité des mesures fiscales. C'est un sujet dont vous êtes les spécialistes. Je vous dirais que lorsque je regarde le crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience, il a eu un impact positif. Mais le bêta, excusez-moi, je m'exprime comme un ancien arbitragiste de marché financier, mais on voit qu'il n'est pas si élevé que ça. Et le principal facteur qui augmente le taux de participation des travailleurs d'expérience, c'est l'éducation. C'est beaucoup plus facile pour un comptable ou un actuaire de travailler à 65 ans que pour quelqu'un qui a travaillé dans une mine toute sa vie ou, par exemple, chez Alcan Rio Tinto. Alors, ce qu'on voit, c'est que les cohortes
qui s'en viennent de travailleurs d'expérience ont des années d'études plus importantes que les cohortes qui les ont précédées. Donc, le taux de participation des travailleurs expérimentés va augmenter naturellement. OK. OK, c'est bon. Une autre question, cette fois-là, concernant l'inflation. Donc, vous avez présenté une mesure pour aider à pallier le coût de la vie dans le prochain. Quelqu'un qui dit qu'on a vu des données cette semaine provenant des États-Unis avec un taux d'inflation qui atteint 7 %. Donc, la question, c'est est-ce que vous envisagez d'autres mesures qui pourraient aider si jamais ici, ça se rend à des niveaux aussi élevés? Mais là, c'est comme si vous me projetiez dans le point 2022, que d'une part, il y aura une élection avant celui-ci, mais je pense que ce qu'on doit reconnaître, là, puis moi, j'ai eu l'occasion de travailler à la Banque du Canada, c'est important de rappeler que la maîtrise de l'inflation au Canada, c'est la responsabilité de la Banque centrale. La Banque centrale a un mandat de ramener l'inflation entre 1 et 3 %. Ils ont dit que nous serions là au deuxième semestre de 2022. Donc, à chacun ses responsabilités, à eux de faire leur travail. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est que le régime fiscal est indexé, mais que le taux d'indexation de cette année, de par sa construction, est inférieur à l'inflation observée à la fin 2021 et au début 2022. Donc, on a voulu compenser la mesure du panier de consommation pour tous les gens qui reçoivent le crédit d'impôt de solidarité, c'est-à-dire ceux qui gagnent moins de 56 000 $. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on devrait faire si l'inflation ne revient pas à des niveaux plus modérés dans un an, je vais le regarder. Il faut reconnaître aussi qu'on va avoir une amélioration de l'inflation. C'est mathématique. Lorsqu'on regarde la composante énergie, c'est évident que dans vous avez fait référence à 7 % aux États-Unis, c'est évident que la composante énergie explique 2 % de ça et que cette composante-là va disparaître parce que les prix de l'énergie au premier trimestre de 2022 sont inférieurs au prix de l'an dernier, puis il va y avoir un effet niveau. Donc, on risque de passer de 7 à 5, et là, les banques centrales doivent faire leur travail pour nous ramener autour de 2-3. Et on verra, puis on jugera de la qualité de leur travail. Chacun ses responsabilités. D'accord, je suis bien d'accord. Des questions qui est revenues à quelques reprises, donc quand même oui, donc encore sur les travailleurs d'expérience. Et là, la question qui se pose, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à permettre aux travailleurs d'expérience d'arrêter de cotiser au régime des rentes du Québec, comme ça se fait dans le cas du RPC, je ne me trompe pas, Luc, c'est bien ça. Hein? Écoutez, moi, mon rôle, c'est d'écouter les suggestions, d'analyser. Le régime des rentes, c'est un régime autofinancé. Alors, à partir du moment qu'on permet à certaines personnes de ne plus cotiser, on va devoir augmenter les cotisations des autres. OK? Et c'est employeur et employé. Et donc, non, ce n'est pas notre intention. On l'a étudié, on a entendu la suggestion, et si vous me posez une question précise, est-ce qu'on a l'intention de faire ça? Non. C'est clair. C'est très clair. C'est bon. OK, une question en lien, oui. Est-ce qu'une réduction du fardeau fiscal ferait partie de vos objectifs à moyen et long terme? Je pense que oui, mais afin de la ramener plus près de la moyenne canadienne. Toujours bien sûr. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir le même niveau de richesse que la moyenne canadienne. On aimerait ne plus recevoir de péréquation. On aimerait avoir le même fardeau fiscal. Tout ça va prendre du temps et c'est la somme des gestes qui va nous amener là. C'est important de garder le cap. Durant la crise, on a vraiment fait un effort important pour que nos gestes dans l'urgence soient cohérents avec ce qu'on veut faire à long terme. Et on garde le cap, on veut fermer l'écart de richesse avec l'Ontario, avec le Canada. Ça va nous donner de la flexibilité pour réduire le fardeau fiscal. Oui, c'est important. Et puis, les gens travaillent fort. On veut que les gens travaillent plus. On veut les encourager. Donc, oui, on l'a fait
indirectement, avec la taxe scolaire, avec les allocations famille, avec les stationnements dans les hôpitaux, avec le crédit d'impôt maintien à domicile, le crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience. Mais oui, c'est un de nos objectifs de réduire le fardeau fiscal des Québécois, notamment l'impôt sur le revenu. Merci. Une question en lien avec la fiscalité vers les plus fortunés. Quelqu'un qui écrit le dernier rapport du directeur parlementaire du budget rapporte qu'au Canada, les patrimoines, le patrimoine net est assez concentré. Le ministre ne croit-il pas que cela justifierait de hausser la fiscalité des plus fortunés? Ah bien, dans les faits, au Québec, et puis, moi, je suis le ministre responsable de Revenu Québec, comme vous le savez. J'ai des bonnes statistiques. Le fameux 1 là, au Québec paye plus de 19 des impôts, la charge fiscale totale. Alors, je dirais que au Québec, puisque notre fardeau fiscal est élevé, l'ensemble des cohortes qui paient de l'impôt paient trop d'impôts. Alors, non, je ne crois pas qu'un groupe doit être ciblé pour être taxé. Puis, d'ailleurs, lorsqu'on regarde la redistribution du revenu, puis qu'on compare les juridictions, le Québec fait très bien. Merci bien. Une autre question. Le gouvernement du Québec prévoit subventionner les études dans des domaines tels que l'informatique afin de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt diminuer des subventions dans les domaines comme les jeux vidéo qui exacerbe la demande dans ce domaine? Très bonne question. Et la réponse, c'est non. Parce que si on le regardait d'une façon d'une économie fermée, la réponse serait probablement différente. Mais il faut regarder ce qu'on appelle le fameux terrain de jeu égal, le level playing field. Il faut regarder, bien sûr, l'égalité entre les industries, intra-industrie, mais aussi interjuridiction. Et comme il y a des crédits d'impôt offerts en Colombie-Britannique, en Ontario, aux États-Unis, si on veut maintenir un centre de décision, une expertise au niveau des jeux vidéo, on est obligé de tenir compte de la fiscalité des autres juridictions. Et donc, si on faisait seulement, si on était une économie fermée, est-ce que ce serait approprié? Non. Mais c'est une industrie qui est intéressante, qui est performante, et on veut rester compétitif dans cette industrie. D'accord, merci beaucoup. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, peut-être une ou deux en fonction. Donc ici, j'en ai une. Vous avez parlé de l'importance des versements au Fonds des générations. Récemment, un comité d'experts réuni par la Chaire, je ne sais pas c'est qui pose la question, là, je ne l'avais pas lu d'avance, réuni par la Chaire suggérait que la réduction de la dette ne devrait pas être un exercice sans fin. Quelle est votre vision à long terme sur la priorisation à accorder à la réduction de la dette versus le financement des autres missions de l'État et d'autres priorités, comme la crise climatique, par exemple? Mais je pense que la réduction du poids de la dette nous permet de faire justement ces autres priorités. Lutter contre les changements climatiques, assurer le financement des services de l'État, viser à réduire le fardeau fiscal dans le temps. Donc, c'est important. Moi, j'associe saine gestion des finances publiques et bonne gouvernance des affaires de l'État. Et donc, réduire le poids de la dette dans le temps, progressivement, comme le Québec l'a fait. Et je rappelle qu'on est toujours la troisième province la plus endettée, avec approximativement 5 % de dette nette de plus que la moyenne canadienne. Donc, on a encore du travail à faire. Ça nous donne des moyens. Ça nous a permis d'avoir un crédit AA. Ça nous permet d'emprunter à des taux compétitifs. Ça nous permet aussi, puis ça c'est important, réduire le poids de la dette nous permet de faire face aux intempéries. On vient d'avoir la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale associée à la pandémie et on a réussi à l'absorber. On a réussi à donner les moyens aux services de la santé. On a réussi à aider nos entreprises. Alors, c'est extrêmement important d'avoir un bon bilan parce que ça permet de faire face aux intempéries.
Merci beaucoup. Merci. C'est là-dessus qu'on va terminer votre allocution. Merci infiniment. On apprécie grandement votre participation à nos activités. Je vais rappeler que les consultations prébudgétaires sont lancées dès maintenant. Exactement. Que vous attendez donc la participation du plus grand nombre. Ça concerne la totalité de la population à cet égard-là. Donc, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir, puis j'espère avoir l'opportunité de revenir l'an prochain. on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, parfait, on continue de notre côté. Donc, on est maintenant rendu à la présentation du bilan lui-même. Donc, on va passer à M. Luc Godbout qui va agir à titre de porte-parole de l'équipe qui a préparé le bilan. Il en fait partie naturellement. Je veux juste dire que si l'an passé, on disait que le bilan, c'était le bilan de l'année pré-COVID, parce qu'essentiellement, les données étaient celles de 2019. Cette année, les données sont essentiellement celles de 2020. Donc, on commence à voir les effets de la COVID sur les données qui sont fiscales. Alors, Luc, je vais te laisser présenter ça. Tu vas nous parler notamment de cet élément-là dans ta présentation. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci, Suzy. Puis merci au ministre de s'être prêté à l'exercice avec nous, évidemment. Le bilan de la fiscalité, c'est quand même un bel outil. Ce qu'on souhaite, dans le fond, offrir aux citoyens, offrir aux décideurs, dans le fond, c'est un outil de référence qui peuvent se servir tout au long de l'année pour mieux comprendre les subtilités de la fiscalité. Donc, on le voit à l'écran. Le bilan de la fiscalité, c'est 8 sections. C'est 25 tableaux, c'est 94 graphiques. Donc, son principal avantage, c'est de recenser dans un même recueil l'ensemble des données fiscales au Québec. Son inconvénient, c'est que je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je me limite à 5 tableaux, 19 graphiques. Donc, vous comprendrez que c'est beaucoup plus que ce que je vais vous présenter, le document bilan de la fiscalité. Donc, c'est l'édition 2022, mais comme Suzy l'a dit, nos nouvelles données touchent à l'année 2020. Donc, c'est la première fois avec ces données-là qu'on va pouvoir mesurer l'effet initial de la pandémie. On dit initial parce que les données vont être révisées. On dit initial parce que sûrement que les données vont être affectées en 2021 aussi pour la pandémie. Mais tout au long de la présentation, lorsqu'il y aura le petit carré jaune écrit COVID dedans, ça voudrait dire qu'on accorde une analyse spéciale aux données COVID dans le cadre de cette diapositive-là. Donc, on va commencer par les faits saillants. Qu'est-ce qui a été annoncé en 2021 en matière de fiscalité? Les fiscalistes le savent, il y a beaucoup d'annonces en matière de fiscalité. On ne peut pas ici tout reprendre. On en a recensé 12. Je trouve déjà que c'est beaucoup. On en a recensé 12. Donc, je vais y aller en rafale, mais d'abord, la Cour suprême confirme que les compétences constitutionnelles du fédéral pour imposer des normes nationales minimales en matière de tarification de GES. Ça va avoir des conséquences importantes, notamment pour la suite des choses dans les autres provinces où il n'y avait pas vraiment de tarification carbone, en l'absence du fédéral. Un deuxième élément, le fédéral a quand même fortement bonifié son allocation canadienne pour les travailleurs. Donc, l'incitation au travail des gens faiblement rémunérés se trouve donc nécessairement accrue. Le fédéral aussi a annoncé l'introduction d'une taxe sur les services numériques. Il l'avait annoncé pour 2022, mais finalement, c'est reporté à 2024, le temps de conclure des ententes multilatérales, notamment avec les pays membres de l'OCDE. Encore une fois, le fédéral, une nouvelle taxe à venir sur les biens de luxe. Elle devrait arriver en 2022, mais elle n'a pas encore pris effet. Il reste des paramètres à annoncer. Et le fédéral et le Québec, avec vous voyez le petit carré COVID, ont prolongé la méthode simplifiée pour ceux qui font du télétravail. Donc, avec la COVID, on a mis une méthode simplifiée. C'est essentiellement 2 $ par jour. On dit qu'il y a une bonification du montant maximal. C'est parce qu'on accorde plus de jours en 2021 qu'on en accordait en 2020. Étant donné qu'en 2020, la pandémie avait commencé en mars. Alors là, c'est toute l'année 2021 qui peut être couverte. Donc, on a 2 $ par jour, maximum 500 $. Du côté du Québec proprement dit, encore une fois, une bonification substantielle du crédit d'impôt pour frais de garde qui est annoncé dans la mise à jour économique. Le ministre y a fait référence tout à l'heure. Et ça s'applique
pour l'année 2021 tout au long de l'année. En raison de l'inflation, le ministre en a parlé aussi, le crédit d'impôt remboursable attribuant une prestation exceptionnelle pour pallier la hausse du coût de vie. Ce versement-là va se faire à tous ceux qui ont droit au crédit solidarité en janvier 2021. Le 22, le chèque va rentrer automatiquement. Québec aussi, dans son budget de mars 2021, a réduit le taux d'imposition pour les PME sur la première tranche de 500 000 $. Ça a pris effet le jour du budget, donc quasiment 10 mois sur 12 en 2021 ont fait l'objet de la réduction de taux. Québec, là, c'est pour 2022, a bonifié son crédit d'impôt pour le maintien à domicile des aînés. Le taux va passer graduellement de 35 à 36 à 37 à 38, etc., jusqu'à 40 1 par année à partir de 2022. Je vous fais un petit exemple aussi de ce qui peut être offert dans les autres provinces. Terre-Neuve annonce la première taxe sur les boissons sucrées parmi les provinces canadiennes. Terre-Neuve annonce l'ajout de nouvelles tranches d'imposition dans le barème d'imposition sur le revenu des particuliers. Et du côté du Manitoba, après que Québec ait harmonisé sa taxe foncière scolaire, donc un taux unique à l'intérieur du Québec, le Manitoba, lui, annonce qu'il va progressivement éliminer son impôt foncier qui était dédié à l'éducation. Donc voilà, ça fait le tour des grands changements, grandes annonces fiscales au Canada qui ont été faites, et particulièrement au Québec. On va donc maintenant pouvoir aller regarder un peu ce qui se passe du côté du poids de la fiscalité et se comparer. Lorsqu'on commence pour calculer, pour faire le bilan, pour faire nos indicateurs de comparaison du poids de la fiscalité, on commence par le B.A.B.A. On recense l'ensemble des recettes fiscales collectées au Québec par le gouvernement fédéral, par le gouvernement du Québec, par les municipalités, par le régime des rentes du Québec. Et là, on arrive à la somme de 174,4 milliards de recettes fiscales collectées en 2020. Ce chiffre-là, premièrement, ce que ça nous permet de voir, c'est qui collecte le plus. C'est le gouvernement du Québec avec près de 50 86,5 milliards sur 174 milliards. Et quel est l'impôt le plus utilisé? Bien, c'est l'impôt sur le revenu, avec 63 milliards sur 174, donc près de 36 ou 36 Une fois qu'on a ce chiffre-là, 174 bien là, à part de dire que c'est beaucoup d'argent, il faut trouver une manière de se comparer. C'est ce qu'on va chercher à faire dans les prochaines diapos. Premièrement, voir s'il augmente par rapport aux années précédentes. La première chose qu'on peut voir ici avec cette analyse qui fait 2019 par rapport à 2020, habituellement, on dit que les recettes fiscales, en l'absence de changement, augmentent au même rythme que le PIB nominal. Or, le PIB nominal a diminué de 2,4 entre 2019 et 2020. Donc, l'année 2020 était inférieure de 2,4 Les recettes fiscales, eux, ont diminué de à peine 0,7 Donc, les recettes fiscales ont diminué moins, mais ils sont quand même 1 milliard de moins qu'ils ne l'étaient l'année précédente. C'est quand même un élément rare. Ce qu'on peut voir aussi, habituellement, c'est quand le PIB diminue, les recettes fiscales diminuent à chacun des modes d'imposition. Or, vous regardez l'impôt sur le revenu, il a quand même augmenté de 3,2 en 2020. Et là, ce qu'on peut peut-être se rappeler, c'est de dire, bien, pourquoi l'impôt sur le revenu a augmenté alors que le PIB diminuait? Bien, il faut se rappeler tous les chèques qui ont été versés aux gens, la PCU, la PCRE. Ça a soutenu le revenu des gens. Puis quand ils ont fait leur déclaration d'impôt, bien, c'était des sommes imposables. Donc, l'assiette impôt sur le revenu a augmenté de 3,2 au Québec pour les deux gouvernements. Habituellement, les bénéfices des entreprises, c'est quand même assez fluctuant. Quand l'économie ne va pas bien, les bénéfices chutent davantage que le PIB. Et là, on constate que même si le PIB a diminué, l'impôt sur le bénéfice des sociétés a augmenté, plus modestement que l'impôt sur le revenu, mais a néanmoins augmenté de près de 1 Puis là, il faut se rappeler, bien, encore une fois, l'intervention fédérale, la subvention salariale d'urgence du Canada, bien, quand on paie 75 des salaires dans des entreprises, ça aide à rester l'entreprise profitable. Donc, les bénéfices, l'impôt payé sur les bénéfices a augmenté. On arrive à la dernière ligne, vous voyez quand même assez rapidement, les impôts à la consommation, eux, ont diminué. Donc, avec les confinements, avec le moins grand nombre de déplacements, les impôts à consommation ont fortement diminué. On va y revenir dans la diapo suivante pour essayer de l'expliquer, mais peut-être prendre une seconde pour vous dire, dans la grande récession de 2008,
c'était l'inverse. L'impôt sur le revenu des particuliers avait chuté davantage, les taxes de vente avaient mieux résisté. Et là, bien, c'est l'inverse pour cette fois-ci. Si on regarde dans le fond, pour essayer de comprendre pourquoi les taxes à la consommation ont si diminué, bien, il faut comprendre que quand il y a eu des fermetures, par exemple dans la restauration, bien, les gens ont déplacé ce qu'ils consommaient en restauration, ils l'ont déplacé notamment dans la consommation à la maison. Donc, ils sont cessés d'aller au restaurant, ils sont allés dans les grandes épiceries, ils ont acheté des produits alimentaires, puis ils ont papoté à la maison. Mais les produits alimentaires de base ne sont pas imposables. Vous voyez, traditionnellement, le coût de la détaxation des produits alimentaires augmente de 2-3 % par année. Pour l'année 2020, ça a augmenté de 11 %. Ça veut dire que les gens ont vraiment consommé davantage de produits alimentaires à la maison que les années précédentes. Donc, on a, entre autres, payé moins de taxes à la consommation sur tout à fait, sur ça. parce que les produits alimentaires ne sont pas taxables. Et donc, le coût de la détaxation est passé de 2,2 milliards à 2,5 milliards pour cette seule année-là, 2020. Donc, une augmentation. Ça explique en partie une chute de recettes à la TPS-TVQ. Dans le graphique de droite, ce que je voulais vous montrer, c'est évidemment, une fois avec le confinement, bien, les enfants sont allés moins souvent en garderie, sont allés moins nombreux dans les camps de jour. Et donc, le coût du crédit d'impôt remboursable pour le frais de garde a lui aussi diminué pour l'année 2020. Et on voit que ça réaugmente pour l'année 2021. Et avec la bonification du ministre des taux supérieurs pour les crédits frais de garde, ce chiffre-là de 2021 est sans doute sous-estimé parce qu'il va être revu à la hausse une fois que les gens auront utilisé les nouveaux taux du crédit. Donc, je poursuis la discussion en disant, bien, une fois qu'on a notre 174 milliards, si on veut voir un peu l'importance que ça a dans l'économie québécoise, bien, on divise par le PIB, puis ça nous donne un poids de la fiscalité de 38,8 %. Donc, on a ça, poids des recettes fiscales dans le PIB, 38,8 %. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est plus qu'ailleurs? Est-ce que c'est plus qu'avant? Ce ratio-là permet de se comparer et dans le temps et avec d'autres. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines diapos. On commence, dans le fond, avec une comparaison avec les pays de l'OCDE. On s'aperçoit quand même que le Québec a un poids de la fiscalité plus élevé que la moyenne de l'OCDE, plus élevé que le Canada pris dans son ensemble. Et, dans le fond, on est les 9e plus élevés de l'OCDE. Parmi les 38 pays de l'OCDE, on est les 9e plus élevés. On est, dans le fond, similaire à la Norvège en termes de poids de la fiscalité. Autre élément qu'on peut vous dire, est-ce qu'on finit toujours en 9e position? Bien, depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on est aussi haut dans le classement avec une 9e place. Auparavant, on avait un positionnement relativement un peu plus faible. Donc ça, c'est un premier élément à considérer. Évidemment, si on a un poids de fiscalité plus fort, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé parmi les 10 juridictions qui sont les plus interventionnistes, donc celles qui ont le plus de dépenses publiques, bien là, on s'aperçoit que c'est les mêmes. Ceux qui ont plus de fiscalité ont plus d'intervention publique. Ça veut dire au moins, si ça peut nous consoler, plus de fiscalité, ça veut dire plus de dépenses publiques. L'argent est utilisé en intervention. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. En fait, Luc, là, tu fais aussi le point sur le fait que le taux de pression fiscale, c'est pas toute l'histoire, là. Il faut regarder aussi qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Puis je vais prendre la peine de faire un peu de publicité pour d'autres publications. C'est qu'à la chaire, pour regarder le côté des dépenses ou l'autre côté de la médaille, bien, on a une autre publication qui est publiée, celle-là, à la fin du printemps, je dirais à peu près, qui s'appelle le Panorama des finances publiques. Vous pouvez aller aussi consulter. Mais dans celle-là, on va aller voir justement ce taux-là et le comparer aussi dans le monde et dans le temps, etc. C'est bon de le préciser parce que souvent, quand on fait la présentation du bilan de la fiscalité, vous dites « Oui, mais vous ne regardez pas ce qu'on reçoit en échange des impôts payés. » C'est tout à fait vrai. Mais on le regarde dans un autre document. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé des pays de l'OCDE, les pays qui ne sont pas avancés, dit au sens du FMI. Donc, on enlève le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Hongrie, le Mexique, la Pologne, la Turquie, des pays non avancés au sens du FMI. Évidemment, ce que ça change, que vous voyez, ça ne change pas le rang du Québec. Parmi les pays avancés, on reste 9e si on était inséré dans la comparaison. Par contre, ça change la moyenne parce qu'on enlève des pays à plus faible fiscalité.
Et là, on s'aperçoit que dans le cas du Canada, bien là, il deviendrait sous la moyenne des pays avancés en termes de poids de la fiscalité. Évidemment, c'est le fun de se comparer. Le ministre, tantôt, parlait de ce qu'il gardait à l'œil, c'est le poids de la fiscalité en comparaison avec les autres provinces canadiennes. Bien, ici, sans surprise, on voit que c'est au Québec que le poids de la fiscalité est le plus élevé. C'est suivi de l'Ontario, donc l'économie la plus similaire à celle du Québec, un poids de 35,7, donc deuxième province où le poids est le plus élevé. Puis on constate que les 3 provinces qui ont le taux de pression fiscale le plus faible, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve, c'est aussi 3 provinces pétrolières. Donc, c'est bon de garder ça aussi à l'esprit. Bon, si on revient simplement sur le Québec, on constate que depuis 2008-9, il y a une tendance à la hausse du poids de la fiscalité en proportion du PIB. Donc, on remarque aussi que notre 38,8 en 2020 est le plus haut depuis 20 ans. Bon, j'avoue que 2018 était à peu près au même point avec 38,7, mais on voit qu'il y a une tendance à la hausse dans les données depuis 2008, puis qui se stabilise autour de 2018 à 2020, là, autour de 38,7, 38,8. Bon. Est-ce qu'on est la seule province où le taux de pression fiscale a haussé? La réponse est non. Les 10 provinces, au cours des 10 dernières années, ont vu le poids de la fiscalité augmenter en proportion du PIB. Et le Québec a augmenté moins que la moyenne canadienne. Donc, ça aussi, c'est important. Nous, on a augmenté de 2 points, alors que d'autres provinces, et là, c'est étrangement, je vous avais parlé des provinces pétrolières qui avaient les taux les plus bas, mais compte tenu du choc pétrolier, c'est aussi les provinces qui ont vu le poids de la fiscalité dans leur PIB le plus augmenter au cours des 10 dernières années. Donc, Saskatchewan, Alberta, Terre-Neuve, 4,8 5,8 8 points de PIB d'augmentation du taux de pression fiscale, c'est quand même important. Et donc, sous cet angle-là, on pourrait dire qu'au moins l'écart se resserre un peu entre les provinces. Maintenant, on va focusser sur le 2 points du Québec. On va dire, mais c'est qui cause l'augmentation du 2 points du Québec? Est-ce que c'est le fédéral? Est-ce que c'est la province de Québec? Est-ce que c'est les villes? Est-ce que c'est le régime des rentes? Bien, c'est un peu tout le monde, sauf les villes, parce que les villes n'ont pas vraiment bougé le poids de la fiscalité en proportion du PIB qu'elles demandaient sur 10 ans. Le fédéral a un peu, mais assez modestement. C'est principalement le gouvernement du Québec qui est la cause de l'augmentation du poids de la fiscalité sur 10 ans. Donc, l'ensemble des gouvernements depuis 2011 ont contribué à la hausse du poids de la fiscalité dans l'économie. Puis sinon, il y a le régime des rentes qui contribue quand même pour 6 dixièmes du 2 points d'augmentation. Bon, on se rappellera que de 2012 à 2017, le taux a augmenté pour mieux financer le régime des rentes. Puis, depuis 2018, c'est la bonification du régime qui contribue à l'augmentation. Ça, au moins, il va y avoir une contrepartie plus tard en termes d'un régime plus généreux. Mais c'est ça qui explique la hausse du fardeau fiscal, dans le fond, au Québec. Donc, je poursuis l'analyse. On va regarder maintenant la manière de prélever. Si on regarde la manière de prélever, on va aller rapidement à l'impôt sur le revenu. Donc, on était 9e en termes de poids de la fiscalité globale dans le PIB. Est-ce qu'on a un poids de l'impôt sur le revenu plus important? Bien, à l'intérieur des provinces canadiennes, c'est ici qu'on a le poids, sans surprise, de l'impôt sur le revenu le plus élevé. Puis si on regarde dans une comparaison internationale, bien là, on n'est plus 9e, on est rendu 3e pour le poids le plus important de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire qu'on utilise fortement l'impôt sur le revenu. On se classe 3e sur 39. Le Canada, lui, si le Québec n'était pas considéré, serait aussi 3e sur 39 en termes de poids de l'impôt sur le revenu. Donc, une assiette fortement utilisée. On va voir du côté du bénéfice des sociétés cette fois. Du côté du bénéfice des sociétés, bien, on n'est pas premier. C'est l'Ontario, dans une comparaison canadienne, qui a le poids de l'impôt sur le bénéfice des sociétés le plus élevé. On serait 2e dans le cas du Québec dans la comparaison interprovinciale. Dans le cas de la comparaison internationale, on voit que et le Québec et le Canada, encore une fois, on a un classement quand même assez élevé. On se retrouverait 5e. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'avec notre 5e place, bien, les pays qui nous devancent, ce n'est pas nécessairement des pays qui nous ressemblent. La Colombie, le Luxembourg, le Chili, l'Australie.
chacun ont leurs particularités, mais on a vraiment un poids Québec-Canada qui est quand même assez élevé à l'égard de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. On va aller aux taxes de vente. Peut-être que là, le constat sera différent. Alors là, d'abord, du côté interprovincial, en matière de taxes de vente générale, le Québec n'est pas en première place, n'est pas en deuxième place, il est en quatrième place. Puis à vrai dire, il est assez proche de la 5e place. Donc, ce qu'on voit là, c'est en matière de taxes de vente au Canada, il y a un Canada qui est un peu divisé en deux. Il y a les provinces de l'Est qui ont une taxe de vente harmonisée, dont la TVQ pour le Québec. Puis il y a les provinces de l'Ouest qui ont des vieilles taxes de vente, et même l'Alberta qui n'a pas de taxe de vente provinciale, on voit quand même un contraste. Du côté de la comparaison internationale, cette fois-là, bien, et le Québec et le Canada ont un poids des taxes de vente, des taxes générales de vente inférieur à la moyenne de l'OCDE, quand même assez significativement. Je vais t'interrompre un peu ici, Luc. Je vais jouer un peu le rôle. C'est bon, ça me permet de reprendre... De prendre une gorgée d'eau, c'est bon. Parce que je le sais que Stéphanie se posait cette question-là, fait que je vais quand même jouer son rôle, mais je trouvais que c'était aussi une bonne question. On a vu que l'impôt sur le revenu particulier est fortement utilisé ici. On a vu que les taxes de vente le sont beaucoup moins. Mais ça, c'est pas nouveau. On le voit pas dans la présentation, mais si on montrait l'évolution dans le temps, on dirait que c'est aussi pas nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique ça? Est-ce qu'il y a des raisons fondamentales, historiques? Est-ce que tu peux élaborer un peu à cet égard-là? Bien, c'est d'abord historique. Dans le fond, on dit souvent un vieil impôt est un bon impôt. Donc, notre vieux système fiscal, on a tendance à le privilégier par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, on est réfractaire aux réformes. Donc, l'historique explique beaucoup. Mais un autre élément qui est aussi historique, qui peut l'expliquer, c'est les pays anglo-saxons, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, à l'impôt sur le revenu, sont tous plus grands utilisateurs que la moyenne et sont tous plus faibles utilisateurs que la moyenne aux taxes de vente. Donc, c'est le côté anglo-saxon du Canada qui nous amène, puis évidemment, nos voisins immédiats, le reste du Canada ou les États-Unis, qui nous amènent à avoir une moins grande préférence pour les taxes de vente. C'est bon. Merci. On va aller voir maintenant une dernière assiette, l'impôt foncier. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a un grand utilisateur? Du côté interprovincial, encore une fois, on est 4e, donc pas le plus grand utilisateur en matière d'impôt foncier. Il y a des provinces qui l'utilisent un peu plus que nous. Mais sauf si on se ramène dans la moyenne, puis qu'on prenait le Canada dans son ensemble ou le Québec dans son ensemble, comparé à l'international, c'est le Canada ou le Québec qui arrive en première place pour le poids le plus élevé. Donc ça, c'est quand même important de le garder en tête. On utilise beaucoup l'imposition foncière. Je vais même rester une diapo de plus sur l'imposition foncière, puis on va essayer de se comparer à l'intérieur du Canada pour le Québec. Quel rang on occupe? Bien, on voit qu'il y a eu des années comme 2002, 2001, on était en 6e place. Donc, il y avait 5 provinces qui avaient un poids de la fiscalité plus élevé que nous. Puis là, on voit qu'on est passé en 4e place, en 2e place, et de 2014 à 2017, on était en première place. C'était ici que le poids était le plus élevé. Puis là, bien, on a vu 2018, 2019, 2020, on a amélioré notre comparaison. On est, pour 2020, en 4e place dans les provinces pour le poids de la fiscalité le plus élevé. Donc, il faut sans doute une contribution, sans doute explicative, c'est les réformes commencées sous le gouvernement Couillard et poursuivies sous le gouvernement de François Legault, des taxes foncières scolaires qui ont sans doute contribué à l'amélioration du positionnement du Québec à l'intérieur du Canada en termes de regard sur les impôts fonciers. Je continue parce que le temps file. Je m'en vais sur la charge fiscale nette. Donc, la charge fiscale nette, depuis tantôt qu'on parlait du poids de la fiscalité, c'est un poids qui est macro dans l'économie. Là, on s'en va dans des comparaisons plus micro de situation de ménage. Et ça prend en compte, c'est un concept de l'OCDE, la charge fiscale nette, ça prend en compte les impôts sur le revenu payés par des ménages dans une situation donnée, les cotisations sociales payées par ces mêmes ménages-là et les prestations reçues, certaines prestations reçues. Donc, méthodologie de l'OCDE nous permet de, en prenant la même méthode, d'avoir des résultats comparables aux autres pays. Donc, ici, ce qu'on disait, c'est ça, pour avoir le taux de la charge, c'est impôt sur le revenu plus cotisation sociale, moins prestations, puis on divise par un revenu donné, un salaire donné, par exemple, le salaire moyen. Puis là, on dit, au salaire moyen, quel est le taux de charge fiscale nette et comment on se compare ailleurs? Puis ici, bien, on a trouvé l'autre
dans le fond, on fait le contraire, on inverse le concept, puis on dit, inversement, qu'est-ce qui reste dans vos poches à un salaire moyen donné? Qu'est-ce qui reste dans vos poches? Et on va regarder, donc, ce serait la partie conservée. On va regarder ça, on va regarder les deux. Ici, dans le fond, avec la charge fiscale nette, premièrement, ce que ça nous dit, c'est si on prend un célibataire qui gagne le salaire moyen. Au Québec, le salaire moyen en 2020, c'est 54 300. Un célibataire au salaire moyen, la troisième ligne, là, 100 % du salaire moyen, on est en 21e position sur 38 dans la comparaison de l'OCDE. Mais vous remarquez aussi que si on est monoparental aux 2/3 du salaire moyen, on serait en première position. Si on est un couple avec enfants où un seul conjoint travaille au salaire moyen et l'autre conjoint ne travaille pas, on serait en première position. Puis là, excuse-moi, cette fois-là, quand tu dis première position, c'est on est l'endroit où le taux de charge fiscale nette est le plus bas. C'est bien ça, tout à fait. Et les 8 cas ici qui sont faits, pourquoi ces cas-là? Bien, c'est les 8 cas de l'OCDE. Donc, on reprend puis on regarde le classement de cette façon-là. Puis si on prenait une famille avec enfants représentative de la classe moyenne, ça sera l'avant-dernière ligne en bas. Un conjoint gagne le salaire moyen, 54 300. L'autre conjoint gagne le 2/3, 36 000 environ. Ça nous fait un total de 91 000. Bien, à 91 000, si on se compare avec sur 38 avec les pays de l'OCDE, on serait 10e sur 38 dans cette situation-là. Okay. On va rester sur la monoparentale. En haut, la situation monoparentale, à 36 000 dans le cas du Québec en termes de salaire, donc le 2/3 du salaire moyen, on est en première place. Et là, on va regarder quelle est la part conservée de ce 36 000-là. Donc, on parle encore une fois, c'est les données de l'OCDE, les enfants ont le même âge, c'est toujours les mêmes situations. Et là, on s'aperçoit que dans le Canada, pour une famille monoparentale avec 2 enfants à 2/3 du salaire moyen, c'est ici qu'on en conserve la plus grande portion. Dans le fond, on gagne 36 000, mais après avoir payé ses impôts, payé ses cotisations sociales et reçu les prestations, on finit avec 51 000 dans nos poches. Donc, beaucoup plus que le salaire initialement gagné. Puis on voit que... Ce qui veut dire que les prestations qu'on reçoit dépassent ce qu'on aurait payé en impôts ou en cotisations sociales. Tout à fait. Puis on voit que dans les 10 provinces canadiennes, c'est toujours le cas. Par notamment la générosité des prestations pour enfants versées par le gouvernement fédéral. Dans le cas du Québec, c'est ce qui nous permet d'être encore mieux parce qu'on a des prestations qui sont aussi québécoises. Mais vous voyez, c'est le cas partout. Si on prend la comparaison à l'international, cette fois-là, bien là, dans la comparaison internationale, on s'aperçoit que si nous étions à la moyenne canadienne, à la moyenne de l'OCDE, pardon, grosso modo, on aurait gagné 36 000, puis après avoir payé nos impôts, cotisations et reçu des prestations, il nous resterait à peu près 36 000. Ils conservent 99 % du salaire moyen gagné, du salaire gagné. Nous, on est en première place. Donc, c'est au Québec, dans toute la comparaison de l'OCDE sur 38, qu'on conserve la plus grande part de notre salaire gagné dans une situation de monoparentale. Je ne gère pas l'exemple ici, mais c'était la même chose pour une famille avec 2 adultes, 2 enfants ou un seul travail. On est en première position. Bon, le temps file. On va analyser un peu les contribuables québécois sous l'angle du fardeau fiscal en comparaison avec les autres provinces. Alors, c'est une nouveauté de notre bilan cette année, ça. Tout à fait. Donc, une nouveauté cette année. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est on regarde, si on appliquait au Québec, c'est comme si, dans le fond, on allait à Revenu Québec, là, puis on enlevait, je vais parler en vieux, on enlevait la cassette de la structure fiscale qui est paramétrée à Revenu Québec, puis qu'on la remplaçait par la structure fiscale d'une autre province. Est-ce que les Québécois paieraient plus ou paieraient moins d'impôts? Puis ça nous permet de mesurer l'écart de fardeau fiscal de l'ensemble des Québécois. Donc, on considère l'impôt sur le revenu fédéral, l'impôt sur le revenu provincial, les cotisations sociales, les taxes de vente, les autres taxes, comme les taxes sur les cigarettes, taxes sur l'alcool. Et on considère évidemment les crédits d'impôt remboursables et les prestations pour enfants et pour la famille. Donc, je répète, on enlève la structure d'imposition québécoise, on la remplace par celle d'une autre province. Puis là, on se demande si on aurait plus ou moins de recettes fiscales. Si on regarde l'écart brut, qui ne considère que l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales et les taxes de vente, bien, on voit que en appliquant les structures fiscales des autres provinces, on aurait toujours moins de recettes fiscales. De 3 milliards à l'île du Prince-Édouard, en appliquant la structure de l'île du Prince-Édouard,
à 29 milliards en appliquant la structure de l'Alberta, qui, on le rappelle, il n'y a pas de taxe de vente provinciale, notamment, là, qui justifie un partie de l'écart. Mais là, on a dit, mais Québec est plus généreux dans ses crédits d'impôt remboursables. Québec est plus généreux dans... Les prestations pour la famille. Prestations pour la famille. Si on tient compte de ça, bien là, l'écart est quand même pas mal diminué. Le 29 milliards de l'Alberta passe à 22 milliards et demi. En Ontario, on était à 13 milliards, on s'en va à 10 milliards, mais il y a toujours, même en tenant compte des crédits d'impôt, même en tenant compte des prestations famille, il y a toujours 10 milliards d'écart avec l'Ontario. Puis là, on s'aperçoit que bien, pour le Nouveau-Brunswick, ça serait à peu près indifférent, mais avec les trois autres provinces de l'Atlantique, si on appliquait leur structure, on générerait plus de recettes fiscales si on l'appliquait leur structure aux Québécois. Donc ça, il faut garder ça quand même à l'esprit. Donc, maintenant, indicateur de progressivité. Donc, ce qu'on veut voir ici, c'est comment on peut se comparer en termes de progressivité. On peut prendre différentes choses. On ne vous présente pas tout ici, mais on pourrait vous présenter le barème d'imposition. Là, ce qu'on a choisi de vous faire, c'est notamment vous présenter le taux moyen. Donc, la province qui a les taux moyens les plus élevés, à partir de 20 000, là, puis le reste est assez proche, sinon c'est toujours le Québec. Puis la province qui a les taux moyens les plus faibles selon la situation de revenus, c'est toujours la Colombie-Britannique. Puis entre les deux, on a mis l'Ontario pour que vous voyez un peu les différences. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que l'impôt progresse plus vite au Québec dans le barème d'imposition que dans les autres provinces, puisqu'on a un taux moyen plus élevé à un même revenu comparable. Donc, clairement, entre 20 000 et 100 000, si on voit que ça monte plus vite, donc on aurait une progressivité qui serait plus grande. Je vous le montre d'une autre façon maintenant, la progressivité. Je reviens sur le concept de charge fiscale nette qu'on a expliqué tantôt en disant impôt sur le revenu, cotisation sociale et prestations. Si on est un célibataire au Québec qui gagne toujours le fameux 54 300 $, c'est ici qu'on a la charge fiscale la plus élevée des 10 provinces canadiennes. Vous le voyez, le picot à droite, à 100 % du salaire moyen. Là, ce qu'on se pose comme question, c'est si on avait un salaire moyen plus faible, est-ce qu'on pourrait passer de la 10e place, par exemple, à la première place? Puis là, je vais le répéter, le salaire moyen, il varie d'une province à l'autre. Ici, c'est 54 300, c'est 100 % du salaire moyen. Si le salaire moyen en Ontario est plus élevé, il va être à 100 % du salaire moyen, qui va être un chiffre différent. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Alors, quand on fait cette comparaison-là, puis qu'on regarde, bien, on s'aperçoit que si on gagnait la moitié du salaire moyen, au Québec, on a la charge fiscale la plus faible. Puis que si on gagne le salaire moyen, on a la charge fiscale la plus élevée. On peut même voir qu'entre 70 % du salaire moyen puis 85 % du salaire moyen, entre 38 000 puis 46 000, on passe de la deuxième province qui a la charge fiscale la plus faible à la deuxième province qui a la charge fiscale la plus élevée. Ça monte une pente assez abrupte, là. Ça veut dire que les changements se font rapidement. C'est souvent ces gens dans cette situation de revenu-là qui disent « Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'augmenter mon effort de travail? » C'est ça qu'il faut garder en tête ici, là. Donc, répète, au salaire moyen de 54 300, un célibataire a la charge fiscale la plus élevée. On va prendre ce célibataire-là qui gagne toujours 54 300, on va l'insérer maintenant dans un couple. S'il vivait en couple avec sa ou son conjoint, avec 2 enfants, un seul conjoint qui travaille à 54 300, est-ce que là, il y a encore la charge fiscale la plus élevée? Non, il y a la charge fiscale la plus faible. C'est au Québec que ça varie le plus entre gagner le même revenu, mais passer de célibataire à couple avec 2 enfants. L'écart de charge fiscale est la plus importante. Donc, on est en première place, charge fiscale la plus faible. Donc, le ménage, le couple a la charge fiscale nette la plus faible à ce niveau-là. De tout le Canada. Parfait. Puis, on conserve ça jusqu'à quand? Bien, on conserve ça jusqu'à 140 % du salaire moyen, dans ce cas-là, 76 000 au Québec. Ça voudrait dire qu'il y a un conjoint qui gagne 54 300 et l'autre qui gagne 40 % du 54 300, qui donne 76 000. On a toujours la charge fiscale la plus faible au Québec. Puis là, vous le voyez, bien, progressivement, ça augmente. Puis, encore une fois, ça l'augmente en faisant en sorte qu'on passe entre 87 000 et 130 000, on passe encore une fois de la deuxième charge la plus faible à la deuxième charge la plus forte.
C'est quand même un petit peu plus étiré que dans le temps que pour le célibataire, mais ça va quand même assez vite. Et il faut poursuivre jusqu'à 3,4 fois le salaire moyen. Donc, on est rendu à 185 000 $ pour que le Québec redevienne la place où le poids de la fiscalité est le plus élevé pour un couple avec 2 enfants. Donc, l'impôt progressif d'une part et la perte des allocations famille d'autre part qui font ce sentiment-là. Donc, encore une fois, une progressivité qui est importante au Québec. C'est ça. C'est ce que ça démontre. C'est ce qu'on peut conclure. Puis, on n'est pas encore en train de conclure, mais pour commencer cette conclusion-là, je vous donne ici un exemple de à quoi peut ressembler les analyses qu'on peut faire à partir des données du bilan. Donc, on a parlé de plein de chiffres. Ici, on va regarder à partir des modes d'imposition. Si jamais les gouvernements, dans le cadre d'un contexte post-COVID, avaient besoin de recettes fiscales additionnelles, on a vu le ministre, il a dit qu'il ne voulait pas augmenter le poids de la fiscalité. Donc, c'est pas dit qu'il va vouloir augmenter le poids de la fiscalité. Mais dans un contexte post-COVID où il n'y aurait pas le choix, la ministre des Finances à Ottawa ou le ministre des Finances à Québec, ou même les municipalités qui doivent augmenter le poids, on va vous montrer, à partir du bilan, bien, quelle source qui devrait être privilégiée, quelle source qui devrait être plus à proscrire. On s'entend que c'est une prescription qui n'est pas obligatoire ici, mais à l'impôt sur le revenu, on est déjà surutilisé au Québec. On l'a montré, on est en 3e position sur 39. Bien, il n'y a pas beaucoup d'espace pour augmenter le poids de l'impôt sur le revenu en termes d'augmenter le poids. Est-ce qu'on peut revoir entre les ménages qui payent? Oui, mais d'augmenter le poids, il n'y a pas beaucoup d'espace. Ça, c'est à l'impôt sur le revenu. Si on va à l'impôt des sociétés, que ce soit sur les profits ou sur la masse salariale, bien, on est 5e ou 4e rang. Donc, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il reste peut-être de la marge de manœuvre en disant si on élimine certaines mesures fiscales, est-ce que ça peut permettre de réduire le taux, etc. Mais est-ce qu'on peut augmenter le taux si on augmente certains crédits d'impôt, vice-versa? Mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire des grands changements à l'impôt des sociétés. On s'en va à l'impôt foncier, on a dit qu'on était premier dans toute la comparaison avec l'OCDE. Donc, encore une fois, c'est surutilisé, pas beaucoup d'espace. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais impôt pour les municipalités, mais ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui devait l'augmenter, ça devrait d'abord être les municipalités, c'est leur principal mode d'imposition, plutôt que Québec, qui a réduit de lui-même l'imposition foncière scolaire. Donc, ça serait plus les municipalités, mais encore une fois, l'assiette est déjà bien utilisée. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mode pour les municipalités, mais il faut le garder à l'esprit. Bon, on arrive aux impôts au décès ou aux impôts sur la richesse. On pourrait dire que c'est sous-utilisé puisqu'on n'en a pas. Mais, d'un autre côté, l'impôt foncier, l'impôt au décès et les impôts sur la richesse, c'est ce qu'on appelle l'imposition du patrimoine dans le jargon de l'OCDE. Puis on est tellement fort à l'impôt foncier que même qu'en additionnant les trois, on reste fort à l'imposition du patrimoine, même si on n'utilise pas les deux sources, décès et richesse. Cela dit, s'il y a un gouvernement qui décidait de vouloir mettre en place de l'imposition au décès ou sur la richesse, encore une fois, là, c'est plus ou moins possible du côté fédéral au Québec, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais si on devait privilégier un gouvernement, je privilégierais davantage le fédéral que le Québec dans un contexte de planification fiscale interprovinciale. Donc, encore une fois, comme pour le foncier, on céderait l'espace aux municipalités, Québec ne devrait pas y toucher, bien, je dis un peu la même chose. Du côté des richesses, ça devrait davantage être le fédéral. Bon, est-ce qu'il y a des places où il y a de la marge de manœuvre? Bien, les taxes de vente, on était 29e. Les cotisations sociales, on est 29e. Si le gouvernement fédéral ou du Québec veut augmenter, trouver des revenus additionnels, ça devrait être davantage là qu'il se tourne. Est-ce qu'il reste d'autres assiettes? Bien, il reste d'autres assiettes, notamment du côté de l'écofiscalité. Puis là, l'écofiscalité, bien, ça pourrait jouer pour les 3 ordres de gouvernement, donc fédéral, Québec et même les municipalités. Là, il y a de l'espace. Le ministre, tantôt, a parlé de ces thèmes pour les consultations prébudgétaires. Il a parlé des efforts qu'on devra faire pour diminuer les GES. On a parlé d'écofiscalité. Il y en a qui ont posé des questions. Bien, moi, je vous dirais, il y a un groupe de musique qui disait « Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi ». Bien, moi, je vous dirais, pour lutter contre les GES, il y a de la place en masse du côté de l'écofiscalité. Et en plus, ça modifie le comportement, donc ça serait tout à fait souhaitable.
Bon, là, j'en suis à la conclusion de ma présentation. On va pouvoir passer à la période de questions. Mais en terminant, je vous rappelle, notre objectif avec le bilan de la fiscalité, c'est de recenser une série d'indicateurs qui permettent de tracer les meilleurs contours de la fiscalité au Québec puis de se comparer. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la Chaire pour télécharger le document. C'est beaucoup plus que ce que je vous ai présenté, même si je suis allé rapidement. Puis, on a aussi un outil interactif. Vous pouvez donc, à travers créer des tableaux, créer des graphiques à travers le site Web également. Bon. Pour terminer, dans le fond, même si on est au début de 2022, même s'il y a une 5e vague qui déferle sur le Québec, qui a amené des restrictions budgétaires, j'aimerais quand même vous souhaiter, dans le fond, une bonne année fiscale 2022. Je vous le dis tout de suite, il y a beaucoup de défis qui vont nous attendre. Dans le fond, c'est une année électorale. Donc, en mars prochain, ce sera le dernier budget avant les élections. Qu'est-ce que nous réservera ce budget-là? Quelles seront les promesses fiscales des partis politiques dans le contexte, justement, des élections qui arrivent? Il y aura sûrement des engagements du côté du système de santé, on peut s'en douter, du côté des changements climatiques, on peut s'en douter aussi, du côté de l'adaptation du marché du travail dans un contexte de vieillissement de la population. Je pense que oui. Moi, ce que je vous dirais en terminant, donc, c'est mon souhait, c'est quelles que soient les propositions, les promesses qui seront faites, il faut toujours garder à l'esprit que ça se fasse dans le cadre du retour à l'équilibre budgétaire et du respect du cadre financier qui sera présenté dans le rapport préélectoral sur les finances publiques, dans le fond, qui sera présenté juste avant le déclenchement des élections. Donc, sur ça, Suzy, je suis prête à passer à la période de questions. Oui, puis on va pouvoir reparler de ça dans l'année avec nos prochaines activités, certainement, qui risquent de venir dans les prochains mois. Oui, on va passer aux questions des publics, mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté aussi. Là. Ta première question pour le ministre a été concernant la contribution santé. Si on avait fait le bilan le mois prochain, je pense que dans nos annonces fiscales, il y aurait eu cet élément-là probablement. Donc, sans prendre position, c'est quoi les enjeux principaux relatifs à la contribution santé? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bien, dans le fond, les enjeux principaux, la première affaire, c'est l'argument sous-jacent, c'est qu'on veut inciter à la vaccination. Le gouvernement a différents outils, la vaccination obligatoire, un passeport vaccinal resserré ou cette fameuse contribution santé. Donc, qu'est-ce qui est le plus susceptible d'augmenter le taux de vaccination? C'est ça qu'on doit se poser comme question, premièrement. J'ai posé la question au ministre justement pour savoir l'enjeu. Les gens s'inquiètent, est-ce que ça peut être rétroactif? Si je ne suis pas vacciné en 2021, est-ce que je vais devoir payer? À mon avis, non. Ils vont annoncer un projet de loi, puis ça va être pour le futur. Mais ce qui reste fondamentalement comme enjeu, c'est ce qui manque, à mon avis, ce qu'on voit mal, qu'on peut soupçonner, mais c'est un portrait sociodémographique des non-vaccinés. Qui sont les non-vaccinés véritablement? Là? On parle d'antivax, mais dans tout ce monde-là, qui sont les non-vaccinés? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis, oui, on peut justifier la contribution santé sous l'ordre du coût social, mais moi, ce que je dirais au gouvernement, il faut aussi faire attention. Si ça prend la forme d'un impôt, on n'a pas les paramètres, mais si ça prend la forme d'un impôt, ça va être payable en avril 2023. Peut-être qu'en 2023, la pandémie sera derrière nous, puis qu'on aura le goût de passer à autre chose. Puis là, on va être pris à gérer des cas de dire « mais moi, je n'ai pas la capacité de payer ». Ça va arriver 1 an plus tard, les enjeux. C'est ça l'élément vraiment à considérer dans ce contexte-là, à mon avis. Bien, merci. On va passer aux questions du public. Donc, on en a quand même quelques-unes. Une première qui concerne les municipalités, donc ça va peut-être nous ramener à l'impôt foncier. En effet, on a entendu dernièrement que la Ville de Montréal va réfléchir à diversifier ses revenus. Dans le bilan, on montre que les revenus fiscaux des municipalités sont très concentrés à l'impôt foncier. En fait, on montre l'importance de l'impôt foncier. Il y a quelle autre option il y a pour les municipalités? Bien, comme je montrais dans un espèce de tableau à la toute fin, je disais, l'écofiscalité, peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire, mais les municipalités, c'est vers ça qu'ils doivent aller. Donc, il faut qu'ils utilisent davantage l'écofiscalité. Il faut qu'ils soient imaginatifs. Mais s'ils ont besoin de recettes accrues ou de réduire leur dépendance à l'impôt foncier, d'après moi, ça ne peut que passer que par là. Donc, ils ont un rôle à jouer, eux autres aussi, pour l'environnement. Je pense que c'est vrai que c'est reconnu à cet égard-là, en effet. Au sujet de l'écart avec l'Ontario, le ministre a parlé de combler l'écart de richesse avec l'Ontario d'ici 15 ans. On a montré que l'écart de fardeau fiscal avec l'Ontario était peut-être 10 milliards de dollars dans l'exercice qui a été effectué. Est-ce que si on rattrape l'Ontario, ça voudrait dire éventuellement qu'on devrait viser un fardeau fiscal semblable?
Bon. C'est d'abord avec l'Ontario qu'on a l'écart du poids de la fiscalité en proportion du PIB le plus faible, bien qu'on ait un écart de 10 milliards quand on regarde le fardeau fiscal des particuliers. Là. C'est vrai, il ne faut pas oublier que c'est juste les particuliers, cet élément-là aussi. L'écart fiscal, pour ça, il faut le garder à l'esprit. Mais si on rattrape l'écart de richesse avec l'Ontario, ça veut dire qu'on aura connu une croissance économique par habitant plus élevée qu'en Ontario. Donc, c'est vrai que ça pourrait nous donner une marge de manœuvre pour réduire l'écart de fardeau fiscal. Ça, on peut le considérer. D'un autre côté, tant et aussi longtemps qu'on veut plus de services publics que l'Ontario, même à capacité fiscale égale ou à richesse par habitant égale, ça va nous coûter plus cher, plus de services publics. Ça, on ne peut pas donc atténuer complètement l'écart avec l'Ontario si on veut se payer des services publics plus vastes. Puis un dernier point, si on s'enrichit plus vite, je dis que les recettes fiscales vont augmenter qui nous permettraient de réduire l'écart. D'un autre côté, il faut aussi considérer, puis le ministre le dit, si on rattrape l'Ontario puis que l'Ontario n'a pas de péréquation, bien, il y a des chances qu'on n'ait pas de péréquation, nous non plus. Et donc, cet enrichissement-là, va falloir aussi combler une perte totale ou partielle de la péréquation durant ce chemin-là. Bon facteur de réflexion, en effet. Autre question. Quelles sont les conséquences sur l'économie de taxer davantage des revenus que la consommation? Donc, le revenu du travail, j'imagine, c'est à cet écart-là. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, n'est-ce pas une situation contre-productive parce qu'on taxe plus le travail, ce qui aurait pour effet de décourager le travail? Bien, c'est sûr qu'en théorie, là, de la taxation puis des effets sur la croissance économique, la taxation du revenu, notamment du revenu de travail, a des facteurs, est plus pénalisante à la croissance économique que la taxation de la consommation. Donc, sous cet angle-là, si on veut favoriser la croissance économique, dans un monde idéal, on devrait, surtout qu'on a vu qu'on avait une dépendance à l'impôt sur le revenu puis une sous-utilisation des taxes de vente, puis c'est un peu ce que le rapport de la Commission d'examen sur la fiscalité disait en 2015, soit dit en passant, on devrait revoir un peu le dosage. Évidemment, là, on ne parle pas d'une révolution, là, on ne parle pas d'abolir l'impôt sur le revenu puis d'avoir juste des taxes de vente. On parle de rééquilibrer le quantum. Un peu comme en Suède, le quantum est beaucoup plus équilibré entre l'impôt sur le revenu puis les taxes de vente. C'est vers ça, et ça fait un climat, une situation plus favorable à la croissance économique. Et chaque petit point de croissance économique qu'on va aller chercher dans un contexte de vieillissement de la population, bien, va nous permettre de rattraper notre écart de richesse, notamment avec l'Ontario. Tu as dit mot effet de parler de vieillissement ou de transition démographique. Il y a une autre question, justement. L'effet du vieillissement est plus important au Québec. Les travailleurs plus âgés au Québec participent moins que dans les autres provinces. Pour l'instant, c'est ce qu'on voit. Dans quelle mesure est-ce que cela pourrait expliquer un fardeau fiscal plus élevé au Québec pour pallier les moins de travailleurs âgés qui travailleraient? Bien, c'est sûr qu'on... C'est une partie, ça peut juste être une partie de l'explication, mais si on a une proportion des gens de 65 ans et plus élevée au Québec qu'en Ontario, puis que les gens de 60 à 69 ans ont des taux d'emploi plus faibles, bien, ça veut dire qu'avec des revenus, puis que si avoir des taux d'emploi plus faibles, ça sous-tend des revenus plus faibles aussi, ça voudra dire que c'est les autres qui doivent contribuer davantage. Ce n'est pas le seul facteur. Encore une fois, le fardeau fiscal avec les autres provinces s'inscrit d'abord et avant tout par la volonté d'avoir plus de services publics. En effet, toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Autre question. Est-ce que l'imposition au Québec de la PCU versée, non, la PCU, on revient, versée pour le fédéral n'est pas en quelque sorte un transfert fédéral-provincial? Améliorer les impôts perçus pour le Québec. Bien, c'est sûr que si le fédéral n'avait pas versé de PCU, puis que les gens n'avaient pas pu se qualifier à l'assurance-emploi, le revenu des ménages aurait été beaucoup plus faible, puis ils auraient payé moins d'impôts sur le revenu, et à Ottawa et à Québec. Mais c'est vrai que dans un système où le revenu assurance-emploi est imposable, la PCU est à l'équivalent de l'assurance-emploi sous une autre appellation, c'est anormal que ça soit imposable. Donc, il n'y a pas de bris de logique que ça soit imposable. Et c'est vrai que quand on verse cette assurance-là aux ménages, bien, le Québec en capte une partie comme les 10 autres provinces. Ça, fait que c'est sûr qu'on ne peut pas appeler ça véritablement un transfert comme ça, mais c'est vrai que ces transferts-là et l'assurance-emploi, la pension de sécurité de la vieillesse, les transferts qui sont faits par le fédéral qui sont imposables dans les provinces, bien, les provinces en récupèrent une partie. Au même titre que le régime des rentes qui verse aux gens, puis Ottawa impose là-dessus aussi. Il faut le garder à l'esprit. Une autre question sur la PCU.
Quelqu'un qui demande, et ça, je ne suis pas certain, hein, savez-vous si le Québec a bénéficié davantage des mesures d'aide du fédéral comme la PCU par rapport aux autres provinces? Ça fait longtemps qu'on avait regardé les données. À l'époque, il me semble que c'était quand même représentatif là, du poids. Je ne pourrais pas me prononcer. Le souvenir est trop loin pour dire est-ce que le Québec a eu plus que son poids démographique. Ça se peut, mais ça ne serait pas... Il me semble que c'était si c'est le cas, c'était à la marge. Là, ça serait plus marginal de mémoire qu'autre aussi, chose. C'est ça. Ça peut dépendre des périodes aussi, je dirais, là, Ouais. étant donné les fermetures de l'économie qui ont été pas toujours au même moment dans toutes les provinces. Autre question, écofiscalité. Pour le provincial et le fédéral, d'un point de vue écofiscal, est-ce qu'on devrait prioriser des mesures d'écofiscalité à la pièce ou plutôt une augmentation significative du prix sur le carbone ou une combinaison des deux? Bien, à la pièce, on peut toujours le faire, mais c'est ça. Si on veut faire des grands changements à la pièce, les changements à la pièce restent probablement plus marginaux. Mais si on veut envoyer des signaux, un signal sur l'achat de véhicules, bien ça peut être de l'écofiscalité à la pièce. On pourrait le faire à la pièce. Pour la taxation du carbone, bien ça reste un outil qui est quand même assez puissant. Je pense qu'il faut le garder à l'esprit. Et si on fait ça de cette façon-là, rien n'empêche de réutiliser les recettes fiscales. En Colombie-Britannique, ils ont fait ça là, en 2008. Ils avaient implanté une taxe sur carbone assez élevée, puis ils avaient dit avec l'argent de la taxe, on ne cherche pas à augmenter nos recettes fiscales, on va baisser l'impôt sur le revenu, on va donner des crédits aux gens à plus faible revenu, puis on va même baisser un peu l'impôt des sociétés. Fait que c'est ça que ça rend possible, mais l'écofiscalité étant là, les gens, quand ils consomment du carbone, ils le voient dans le prix, et donc ça modifie le comportement, même si on leur donne l'argent d'une autre façon. On change de sujet cette fois-là pour la prochaine question. On touche à la consommation. Vous avez parlé du coût important de la détaxation des produits alimentaires de base, qui était assez unique au Québec. Est-ce que c'est principalement ça qui fait que le poids de nos impôts à la consommation sont plus bas qu'ailleurs dans l'OCDE? Bien, la non-imposition des produits alimentaires de base est unique au Canada, quasi unique au Canada, pas juste au Québec. Là. Dans le fond, le fédéral ne les taxe pas plus, puis les autres provinces non plus. Ça nous distingue des pays européens où on a tendance à l'oublier. Ils mettent en place, à travers leur TVA, souvent à taux réduit, mais il y a une taxation des produits alimentaires. Donc oui, ça nous distingue. C'est sûr que notre volonté, parce que pour nous, c'est impensable de taxer les produits alimentaires de base, ça réduit le rendement des taxes de vente. Mais le principal écart de poids de la fiscalité aux taxes de vente, ce n'est pas la détaxation des produits alimentaires, bien que ça y contribue, c'est les taux plus faibles par rapport aux taux qu'on observe en Europe. T'sais, en Europe, en moyenne, on est pratiquement rendu à 20 de taux de TVA. Au Québec, on est à 15 Bien, c'est ça le principal facteur explicatif de rendement plus faible des taxes de vente ici par rapport à ailleurs. Il y a des pays en Europe, c'est 27 le taux de la TVA. C'est sûr qu'ils ont un meilleur rendement avec un taux plus élevé. Tout à fait. Et ça explique davantage, en effet. On va y aller pour une dernière question. On va finir avec commencer dans la période de questions. Donc, une question relative au vaccin-impôt. N'est-il pas clair que le vaccin-impôt devrait être très progressif et représenter une somme proportionnelle aux revenus de chacune des personnes touchées afin d'atteindre le but de la sanction dissuasion? Quelqu'un qui écrit 2000, c'est pas grand-chose pour un millionnaire. C'est intéressant comme question. Ouais. C'est intéressant comme question. Il n'y a pas de réponse unique. Bon, est-ce que ça... Encore une fois, on a dit tantôt, on connaît mal le profil socio-démographique, on ne connaît pas les paramètres, donc, mais il y a de fortes chances que ça soit un impôt qui est régressif. La taxe sur le tabac, c'est un impôt qui est régressif. Les plus pauvres fument plus que les plus riches. Mais on ne module pas le prix de la taxe sur le tabac en fonction de votre revenu. On dit, c'est ça le coût de consommer le tabac, puis même si c'est régressif, on le laisse là. Bon, est-ce qu'on fait la même chose avec un vaccin-impôt? La question se pose. Si on voulait ramener un caractère plus égalisé la pénalité, bien là, ça serait possible d'imaginer, comme l'ancienne contribution santé, ou des montants plus faibles de type 250$ par année pour un ménage, un individu à faible revenu, 500$ pour un individu, encore une fois, à revenu moyen, puis 1000$ pour un contribuable à revenu plus élevé. Peut-être ça peut se faire. Là, on disait 2000, c'est pas assez. Pour un millionnaire, oui. Ça dépend toujours de la façon qu'on veut le faire, mais il y a certains pays qui, même pour les contraventions de vitesse,
utilise ça en fonction de votre revenu. Donc, il veut dire, bien, justement, pour que, entre guillemets, la souffrance ou la peine de payer la contravention soit aussi forte pour un riche que pour un pauvre. C'est pas impossible, mais c'est pas dans tous les éléments de la fiscalité qu'on peut le faire. Puis je reviens avec l'exemple de la cigarette ou les alcools. La taxe est la même si on sait qu'elle est régressive, on ne la module pas en fonction de la capacité de la payer. Parce qu'on veut changer le comportement. En effet. Donc, bien, merci. Il y avait encore quelques questions, mais je pense qu'on arrive au bout, puis on respecte à peu près notre temps. Fait que moi, je suis plutôt contente de ça. Donc, moi, je vais juste dire merci à tous, mais je vais surtout te céder la parole pour vraiment le mot de la fin cette fois-là. Bien, parfait. Merci beaucoup, tout le monde. 1150 personnes qui se sont inscrites. Donc, d'abord, merci à vous pour l'intérêt que vous portez aux travaux et aux activités de la chaire. Donc, ça nous touche beaucoup. Merci à l'équipe qui fait le travail que j'ai présenté aujourd'hui, qui fait que ce bilan-là est à la fois intéressant et une référence. Donc, merci à l'équipe, il ne faut pas le passer sous silence. Nos partenaires, qu'ils soient financiers ou de diffusion, qui facilitent grandement l'obtention de 1150 inscriptions. Donc, il faut souligner ça. Et je vous dirais en terminant, bien, continuez de nous suivre. Donc, 2022 sera une année intéressante. Beaucoup d'études, d'après moi, sauront vous plaire. Donc, restez sur notre liste de diffusion. Vous saurez en temps opportun nos nouvelles études qui s'annoncent fort intéressantes. Donc, bonne année fiscale 2022 à tout le monde. Au revoir. Le bilan de la fiscalité renferme davantage d'indicateurs et de données que ceux énumérés jusqu'ici. On y trouve un portrait des contribuables québécois, des indicateurs mesurant la progressivité de l'imposition et d'autres permettant de synthétiser le rôle de la fiscalité dans la réduction des inégalités. Tout ça permet de raffiner les comparaisons initiales de la pression fiscale. Enfin, s'ajoute une recension des principaux faits saillants de la dernière année au Québec et au Canada, ainsi que le mot du titulaire. Concluons en rappelant que la force du bilan de la fiscalité au Québec, c'est de regrouper, dans un même document publié annuellement, un vaste éventail de données récentes et pertinentes pour l'analyse de la fiscalité québécoise. Bilan de la fiscalité au Québec. Le bilan de la fiscalité au Québec est une publication annuelle de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Il recense une série d'indicateurs importants et de données récentes en fiscalité dans près de 100 graphiques, tableaux et encadrés. Quel est le cadre d'analyse du bilan de la fiscalité? Dit simplement, si on considère les budgets des administrations publiques, le bilan s'attarde à une partie de la colonne des revenus, soit celle des revenus fiscaux. Notez que les finances publiques dans leur ensemble sont traitées dans une autre publication de la chaire, le Panorama des finances publiques. Mais revenons à la fiscalité. En 2020, ce sont 174 milliards de dollars qui ont été prélevés au Québec par l'ensemble des administrations publiques. La moitié l'a été par le gouvernement du Québec, le tiers par le gouvernement fédéral et près de 10 % chacun pour le régime des rentes du Québec et les administrations locales. Le bilan vise également à comparer la situation fiscale au sens large au Québec à celle ailleurs au Canada et ailleurs dans le monde, plus spécifiquement à celle des pays membres de l'OCDE. Les comparaisons sont aussi effectuées dans le temps.